Coup de tonnerre dans le processus électoral congolais le lundi 3 septembre 2018. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a vu sa candidature à la présidentielle invalidée par la Cour constitutionnelle. Y avait-il des signes annonciateurs? Était-ce une décision politique? Quelques heures avant cette décision, les journalistes Jacques Matande d'Iyambi, correspondant de BBC Afrique à Dakar, et Cheikh Fita de l'Info en ligne des Congolais de Belgique, ont reçu Maître Oscar Moubiaï du barreau de Lille pour analyser cette problématique. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'être chez vous aujourd'hui pour une émission, l'invité. Et qui est notre invité? Notre invité, c'est Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. Maître Oscar Moubiaï, nous avons déjà invité pour une autre affaire. C'était celle de notre confrère Eliezer contre le gouverneur du Kasaï, M. Kassanji. Mais pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un confrère qui est de passage par ici. Il s'appelle Jacques Matande et il est de la BBC, mais il travaille à Dakar. Jacques Matande, bonjour. Bonjour, M. Chafita. Et merci d'avoir accepté de pouvoir animer cette émission d'invité avec moi. Et je vous donne la primeur de commencer avec notre invité. Maître Oscar Moubiaï, vous êtes avocat au barreau de Lille, vous suivez bien l'actualité congolaise. Il y a le processus électoral qui est en cours. La CENI a invalidé certains candidats à la présidentielle, dont 6. Comment pouvez-vous réagir à toutes ces personnes, à tous ces cas qui ont été invalidés en RDC? Ma réaction, c'est au travers le contentieux qu'il y a actuellement sur l'admissibilité ou la non-admissibilité des candidats par la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Certains candidats, dont 6, dont vous avez parlé, auxquels vous avez fait allusion, ont été invalidés. Cela a donné lieu à un contentieux, ou aux contentieux, si vous voulez, électoraux, dont l'audience a eu lieu devant la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction compétente en matière du contentieux électoral pour les présidentielles et les législatives. Cette Cour a été saisie par les différents candidats 48 heures après la décision de la CENI, qui a motivé ces différentes décisions pour ne pas reprendre certains candidats qu'il a déclarés inéligibles par rapport à la présidentielle, dont certains sont retrouvés dans les cas de subornation de témoins, d'autres subornation ou corruption pour certains, et d'autres pour des questions de nationalité. Est-ce que ces décisions peuvent être motivées pour écarter certains candidats à la course à la présidentielle? Écoutez, comme avocat, je veux rester sur le plan strictement juridique, parce que analyser les décisions de la CENI, ça peut être analysé sur un terrain juridique en termes de motivation, ou alors l'opinion considère que certains candidats ont été écartés sur une motivation purement politique. Ça veut dire qu'ils ont été instrumentalisés par le pouvoir en place? Moi, je n'irai pas jusque-là. La CENI est indépendante. L'indépendance de la CENI me paraît approuvée. La CENI, c'est à la CENI de prouver son indépendance dans ses décisions, dans son comportement. Bon, alors quand on va développer au cas par cas, on arrivera à soulever certains cas où pour le même fait, ou alors pour les mêmes raisons, la CENI a abouti à des conclusions différentes. À ce moment-là, on peut s'interroger, ce qu'on appelle couramment pourquoi deux poids, deux mesures. On prendrait par exemple le cas de M. Jean-Pierre Bemba, par exemple, qui peut être analysé au regard du cas de M. Kilolo, qui est un confrère par ailleurs,
et l'on considère que la CENI serait arrivée à des conclusions différentes. On peut prendre... Ça s'explique, Maître Oscar, parce que tous ne sont pas sur le même, sur le même corps électoral. Jean-Pierre Bemba, c'est pour la présidentielle avec un corps électoral au niveau national. Et Maître Aimé Kilolo, c'est pour la députation. Il serait suppléant sur la liste. Donc déjà, là, à ce niveau-là, il y a un problème. Non, voilà. Donc, l'admissibilité, ce que vous appelez l'éligibilité ou l'illégibilité des candidats, repose sur l'article 10 de la loi électorale. À tout le moins, spécialement l'article 10. L'article 10 dit que ne peut pas être éligible un candidat qui a été condamné, pour faire bref, à certains différents chefs d'infraction. Notamment, on prend les infractions des génocides, on prend pour ce qui intéresse M. Bemba et qui alimente beaucoup plus de passions, on prend les cas de corruption qui est assimilé, on y reviendra parce que il y a, comme le Congo adore vraiment, c'est un pays des professeurs et des savants, parfois ils les entraînent une discussion sur des synonymies de mots, sur les mots, vous connaissez célèbre débat entre conférence nationale et conférence constitutionnelle. Aujourd'hui, les débats, c'est est-ce que la corruption et la subornation des témoins, est-ce la même chose? On y reviendra. Donc, pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est pas... Avant d'aller plus loin, effectivement, Jacques a dit Kilolo, on l'avait accepté. Bemba, on ne l'a pas accepté. Et pourtant, les deux avaient la même situation au niveau de la CPI. Pourquoi? Bon, écoutez, moi, ce que je sais, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est la loi. Voilà, en tant qu'avocat, parce que vous m'invitez en tant qu'avocat. Et la lecture de la loi, en l'espèce, c'est la loi électorale, qui régit les élections. Le processus électoral au Congo est régi par une loi qu'on appelle la loi électorale. Au regard de cette loi qui définit les conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité. Alors, cette loi ne peut pas, la lecture ne peut pas être faite de manière isolée. Il faut faire une lecture combinée avec la Constitution parce que la Constitution définit aussi certains critères ou certaines conditions pour accéder donc au poste. Pour accéder à la présidence de la République ou à la députation. La Constitution définit certaines conditions qui sont invoquées dans la Constitution et la Constitution renvoie à la loi électorale, c'est par exemple sur la condition de nationalité qui peut être maintenant spécifiée par des lois spéciales, notamment la loi électorale. Alors, pourquoi M. Kilolo et M. Bemba, on arrive à dire qu'il y a 2 poids 2 mesures? Pour cela, nous allons arriver à la loi électorale, spécialement à son article 10, qui concerne M. Kilolo et M. Bemba. Les deux ont été condamnés pour subornation des témoins. Maintenant... La corruption déjà? Ça, on y arrivera parce qu'il ne faudra pas... Je vais aborder ça. Donc, si maintenant la CENI a validé la candidature de M. Kilolo, alors qu'il a invalidé M. Bemba en fondant son argumentaire ou la motivation de sa décision sur la condamnation de la CPI, à ce moment-là, cette décision-là conduit à un effet pervers où les personnes dans la même situation ont un traitement différent. Maintenant, une question est autre. Est-ce que la CENI, en prenant la décision d'exclure M. Jean-Pierre Bemba, est-ce que cette décision est-elle fondée ou non fondée? Là, en est une autre question. Parce que la Cour, quand elle est saisie, elle n'est pas saisie des cas de Kilolo, mais elle est saisie du cas de Bemba. Et la Cour ne peut pas examiner, ne peut pas élargir sa saisine pour les cas dont il n'est pas saisi. Autrement dit, ça donne un peu raison aux gens qui se méfient de la CENI. Et donc, quelque part, c'est la CENI qui devrait être accusée, pas la Cour, c'est cela. Parce que la Cour ne se prononce que sur ce dont elle a été saisie. Et la CENI a fait 2 poids 2 mesures.
Et donc c'est la CENI qui devrait être accusée. Bon, accusée parce que la responsabilité... Par les auditeurs, par nous, les messieurs tout le monde, je veux dire. Ben, ça c'est une question assez importante qui soulève la question parce que au fait, pourquoi aujourd'hui les cas des uns des autres pour les élections, ou alors pourquoi les élections aujourd'hui animent tant de passion? Ça traduit l'aspiration du peuple congolais à la démocratie. Sinon, les élections ne présenteraient aucun intérêt. Alors, dans un état de droit, c'est la responsabilité. Il n'y a pas de souverain qui pose les actes et qui ne sont pas soumis à la loi. La question maintenant que vous posez, si la CENI a pris une décision arbitraire, prenons le cas de M. Mbemba, comparé au cas de M. Kilolo, on considère que la CENI n'est pas indépendante, elle est arbitraire dans sa décision. Devant quelle juridiction la CENI engagerait sa responsabilité? C'est assez surprenant parce qu'elle s'est basée sur le droit et la loi qui régit le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Oui, mais est-ce que la CENI s'est-elle basée sur le droit ou pas? Ça nous permet, nous pourrons peut-être aborder ça quand on va examiner la décision de la CENI contre M. Mbemba et pour s'interroger si, au regard de la requête de M. Mbemba lui-même par ses avocats, dans sa requête, l'argumentaire qu'il développe, et l'argumentaire que la CENI a développé, quand nous confrontons ces deux argumentaires, ce type d'argumentaire, si nous confrontons au regard de la loi, à ce moment-là, je peux me prononcer pour savoir et vous donner mon avis. Ok, vous nous faites déjà un pas, enfin une passe en ce sens qu'il y a eu audience. Oui, il y a eu une audience à la Cour constitutionnelle. Et en l'espèce, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour connaître du contentieux électoral concernant les élections présidentielles, c'est le cas. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que vous, en tant qu'avocat, vous étiez très intéressé, vous avez suivi de bout en bout, pour ceux qui n'ont pas suivi, pouvez-vous nous résumer en peu de mots comment cela s'est passé? Vous me permettrez d'un seul mot simplement, pour arriver et à répondre à votre question qui était pertinente sur la responsabilité des CENI au cas où la CENI serait jugée indépendante, non indépendante, ou au cas où la CENI arriverait à prendre des décisions arbitraires. Là, il n'y a pas une juridiction spécifique pouvant connaître la responsabilité de la CENI. Mais là, il faut en appeler à l'opinion, parce que la démocratie, le meilleur juge de la démocratie, c'est l'opinion publique. Et je pense... C'est pour ça que nous faisons cette émission. Nous pensons qu'à ce moment-là, c'est l'opinion. Il faut que le peuple congolais s'approprie du bon fonctionnement des institutions pour les sanctionner. Bon, maintenant, si la CENI est jugée non indépendante par l'opinion, il y a le dirigeant de la CENI pour qui on peut demander la démission parce que l'institution ne fonctionne pas bien. Pourtant, c'est une institution qui fournit quand même des efforts de se rapprocher des différentes parties prenantes à ces élections, majorité comme opposition. Bah, à ça, on pourra le voir plus loin. Okay. Ben, moi, je n'y crois pas trop. Bah, je n'y crois pas trop en termes de traitement. Donc, en dehors de l'opinion publique, nous pouvons également nous interroger parce que l'opinion publique devait sanctionner une institution qui ne fonctionne pas, d'une part, et d'autre part, il y a une aberration en droit congolais où la CENI, qui est une institution administrative qui prend une décision, finalement, dans la loi électorale ou dans la procédure du contentieux électoral congolais, on dit que la CENI n'est pas une partie au procès. Ça veut dire que la CENI peut prendre des décisions tout en restant irresponsable. Pourtant, si vous prenez une décision arbitraire qui a lésé une partie, vous pouvez être condamné au dommage. En l'espèce, la CENI ne peut pas être condamnée. Quand je dis dommage, on verra plus loin parce qu'il faut distinguer que le contentieux qu'il y a à la Cour, c'est un contentieux qui n'entraîne pas les dommages et intérêts parce que c'est différent, mais qui n'est qu'un contentieux de la légalité où on n'exige pas les dommages et intérêts, mais où l'État peut être condamné pour sa responsabilité sans qu'on évoque les dommages et intérêts. Là, la CENI n'est pas partie au procès comme la loi en l'état du droit congolais dit. On constatera qu'on arrivera à la Cour, on parle du contentieux, mais on n'a pas une partie responsable.
On dit que la CENI est expert. C'est une aberration, on y reviendra. Et en même temps, ça conduit à ce que la CENI peut prendre une décision où la Cour constitutionnelle, si le cas de Mbemba par exemple, la Cour constitutionnelle venait à sanctionner la CENI pour considérer que la décision de la CENI doit être annulée, on arrivera à considérer que Mbemba a subi quand même un préjudice. Alors, est-ce qui engage la responsabilité si la CENI n'est pas partie? Voilà un peu pour votre question. Oui, maintenant nous revenons donc au déroulé de cette journée d'audience. Alors, il y a eu 6 cas, comme vous l'avez dit, très rapidement. Les cas, comme on dit au Congo, les cas emblématiques. On peut commencer par les plus emblématiques d'entre eux. Bon, c'est arbitraire en même temps, hein, dire emblématique. Ben, on commence par le plus emblématique d'entre eux, c'est M. Jean-Pierre Mbemba. Alors, concernant M. Jean-Pierre Mbemba, il a été invalidé par la CENI pour raison de sa condamnation par la CPI. Et au regard de la loi électorale congolaise, spécialement à son article 10 que nous avons invoqué, la loi dit précisément qu'une personne qui a été condamnée par une décision irrévocable pour corruption ne peut pas être éligible. Jean-Pierre Mbemba fait appel. Bon, ça on y reviendra. On résume tous les cas et puis on pourra examiner les cas emblématiques. Alors, pour M. Mozito, qui a aussi été écarté, il semble qu'il a été écarté parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Et enfin, bon, le reste des cas, nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps. Il y a des cas, les 2 nous suffisent, mais les autres cas, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas pu apporter la preuve de 100 000 euros, enfin 100 000 $ exigés. Bon, je pense que pour économie de temps, je développerai que les 2 cas. Oui. Pour M. Mbemba. Pour M. Mbemba. Alors, qu'en est-il pour M. Mbemba? Pour M. Mbemba, voilà la motivation de la CENI, que Mbemba a été condamné pour subornation des témoins, alors que la loi électorale dit une personne condamnée pour corruption. D'où la première question, c'est de savoir, est-ce que Mbemba qui a été condamné pour corruption, pour subornation, peut-il être exclu en assimilant la subornation des témoins à la corruption? Oui, vous avez posé la question. Bon, sur cette question-là, il faut distinguer les choses. En dehors de la passion et l'analyse qui me paraît erronée, qui a été faite au Congo par nos vaillants professeurs, et je crois qu'ils sont passés à côté de la bonne question. Laquelle? Subornation n'est pas pareil à la corruption? Bon, répondre, vous savez, répondre de manière mécanique comme cela, ça peut nous conduire à des erreurs pour les étudiants qui nous suivent. La question est celle-ci. Est-ce que l'interprétation de la loi pénale, parce qu'en l'espèce, ils se sont arrogés, les avocats d'Mbemba, mes confrères, je crois qu'il y a eu une défaillance, je m'excuse de le dire, dans la présentation de la requête de M. Mbemba. Parce qu'ils sont focalisés sur la synonymie des mots. Mais c'est parce que c'était ça la question. C'est sur base de l'interprétation de l'article 10 que la CENI a rejeté la candidature de Mbemba pour subornation de témoins. Alors, des faits pour lesquels il a été condamné à la CPI. Alors là, la question est celle-ci. Vous le dites très bien. Qu'est-ce que l'on interprète? Est-ce qu'on interprète l'article 10 de la loi électorale ou est-ce qu'on cherche la qualification de fait? Parce que quand vous me demandez est-ce subornation de témoins égale corruption, là c'est la qualification de fait. Et la qualification de fait sur quel terrain? Sur le terrain pénal, parce que les infractions sont qualifiées sur le terrain pénal. Et la qualification de fait sur un terrain pénal répond à un principe que l'on dit le principe de stricte interprétation. Donc la loi pénale est de stricte interprétation. Et nos juristes, mes confrères, ou les débats scientifiques au Congo, partant du principe de stricte interprétation de la loi pénale, aboutit à considérer que la corruption et la subornation des témoins, ce n'est pas la même chose. Sur le plan de cette interprétation, l'on pourra dire ils ont raison, mais pas totalement, parce que en disant que ce n'est pas la même chose, ils ne s'appuient que sur la loi pénale congolaise
donc sur le code pénal au sens national du terme. Mais pourtant, le Congo ayant ratifié d'autres traités internationaux qui sont, par le fait de cette ratification, devenus des lois nationales, ces traités-là ou d'autres instruments juridiques internationaux apportent une définition de la corruption qui y est définie comme étant une subornation. Alors, en ce moment-là, les instruments juridiques internationaux, comme un traité qui est intégré dans le droit national, devient une loi nationale, mais par rapport à l'approche pyramidale, à hiérarchie supérieure. Donc, si une contradiction existe entre l'article du code pénal national et entre en contradiction avec la définition qu'en donne un traité, à ce moment-là, c'est les traités qui priment sur. Voilà pourquoi on arrive à cette confusion. Si on n'élègue pas la question, on arrive à cette confusion. Mais à mon avis, la question qui se pose, pour moi, et je crois que ce soit la CENI ou la requête de Jean-Pierre Mbemba, est passée à côté de l'essentiel, parce que la question n'est pas sur la corruption et l'archivonnage témoin. La question est d'abord, est-ce que la décision prise par la CPI est-elle d'application en droit congolais au plan national? Ça veut dire, la CPI est un organisme international qui a les États membres qu'on appelle les États parties. Est-ce que quand la CPI prend une décision, cette décision est automatiquement applicable dans un État membre ou parti? Voilà vraiment la vraie question. Mais maître, là on risque d'être dans une logique encore d'une justice à double vitesse. Lorsque Bemba a été accusé par cette même justice, cela a été accueilli à bras ouverts, mais lorsqu'il est condamné pour subornation, où cette subornation peut être interprétée au niveau de loi supérieure à la loi nationale, comme la corruption, là on dit que non, il faut revoir encore d'autres aspects. Non, écoutez, le problème c'est que vous voulez un état de droit. Un état de droit, c'est l'application des textes. Et moi, vous me demandez comme avocat, je vous réponds en application des textes. Maintenant, les Kambemba, oui, il intéresse, mais on ne peut pas changer un pays sur la tête d'un individu. Donc, le débat doit être impersonnel par rapport au texte. Mais des cas des individus peuvent aussi faire jurisprudence. Oui, mais pas les cas d'individus, mais la manière... Bon, ce qui ferait jurisprudence ici en l'espèce, ce serait comment la Cour se positionne sur les cas Mbemba. Voilà. La vraie question est celle-ci. D'abord, concernant, parce que M. Tchek m'a demandé de résumer. La CENI dit, en interprétation de la loi électorale, que Mbemba a été condamné. Et donc écarte Mbemba. C'est ça sa motivation. La condamnation en l'espèce, on considère qu'il a été condamné pour des faits par la CPI. Les faits, on verra après. Il a été condamné par la CPI, la condamnation de la CPI. Alors, et la partie Mbemba va en recours contre cette décision en considérant que la CENI a violé l'article 10 de la loi électorale, puisque, moi, Mbemba, ma condamnation n'est pas devenue irrévocable. Première considération. Deuxième considération, puisque moi, Mbemba, a supposé que ma condamnation soit devenue irrévocable, mais je n'ai pas été condamné pour corruption, alors que la loi électorale parle de la corruption. Moi, la condamnation, c'est sur subornation de témoins. D'où la question de savoir si les deux signifient la même chose. Oui, maître, je me permets de vous arrêter. Effectivement, vous avez dit, comme le traité est supérieur à nos lois nationales, subornation de témoins, pour le traité, est-ce que c'est égal corruption ou pas? Bon, il s'agit de quel traité d'abord? Non, le traité de Rome. Non, il n'y a pas que le traité de Rome qui constitue le bloc de l'égalité au Congo. Ça reste quand même le traité fondateur de la Cour pénale internationale, oui. la juridiction qui a... Nous n'allons pas aller dans tous les traités, effectivement. Mbemba a eu des problèmes avec la CPI, et la CPI l'a condamné, et ils ont employé ce mot subornation de témoins. Quel sens, eux, ils emploient? Est-ce que ce sens-là, en le lisant, on
on sous-entend aussi corruption ou pas? Bon, alors, il ne faut pas qu'on soit simpliste. Oui, bon, c'est de cette façon-là que les gens qui nous suivent vont comprendre. Non, à vous de faire en sorte qu'ils comprennent. Non, je me dis, il ne faut pas qu'on soit simpliste parce que... Compliqué, ça sert à rien, les gens vont dire, mais... Non, je ne complique pas. Oui. Les risques au Congo, quand on veut le changement, c'est de pouvoir suivre l'opinion. Alors qu'en démocratie, si vous voulez, la démocratie, c'est l'élite qui conduit l'opinion et non pas l'inverse. C'est pour ça que nous vous avons invité. D'accord? Bon, maintenant, la tendance serait au Congo de considérer que, puisqu'il s'agit de tel, si on prend ce qu'exactement la science dit, on va être considéré kabyliste, par exemple, et parce que, voilà, ça, c'est l'erreur. Bon, alors, moi, ce que je vais dire, c'est ceci. Par rapport à la question que vous soulevez, déjà, d'emblée, je vous ai dit qu'on va, pour bien se comprendre, arriver à définir ce qu'on entend par corruption et par subornation des témoins de manière claire et nette. Mais maintenant, si nous restons strictement sur les traités de Rome, fondateurs de la CPI, bon, nous allons également y revenir. Mais je me dis, permettez-moi que je puisse vous dire que les débats tels que posés au Congo, ils sont passés à côté de la bonne question. Parce que l'erreur est partie de quoi? L'erreur est partie du fait que, puisque le Congo a ratifié les traités de Rome, en conséquence, comme les juristes congolais le disent, donc, en conséquence, le droit de la CPI et le droit congolais, c'est devenu un. Très bien, ils ont raison, c'est ce qu'on appelle en droit le monisme. D'accord? Ça veut dire que le droit international, une fois qu'il y a un traité, ça devient un. Très bien. Mais qu'est-ce qui devient un? Ce qui devient un, c'est les droits. Les droits ici entendus comme norme, comme source juridique. Pour dire qu'il y a corruption, on dit que dit la loi. Ça, c'est les droits dont on parle. Mais on n'a pas entendu que par ratification de Rome, la CPI devient une grande juridiction interne. Non, la CPI n'est pas une juridiction interne. Mais maître, ça semble un peu contradictoire parce que tout à l'heure, vous avez expliqué que lorsqu'un État ratifie certains traités internationaux, ces textes-là sont intégrés dans le droit national, mais lorsqu'il y a conflit, ils ont une valeur supérieure au droit national. C'est ce que vous avez dit? Je n'ai pas changé, vous m'avez bien compris. Mais en revanche, maintenant, il faut distinguer entre les textes et les institutions, en l'espèce des institutions judiciaires qu'on appelle Cour suprême, Cour d'appel, tribunal des grandes instances. Ça, ce sont les organismes. Mais tous ceux-là n'ont pas pu définir la différence entre subornation et corruption. Nous ne sommes pas sur la définition. Je veux d'abord qu'on comprenne que quand on parle du droit de la CPI qui serait par ratification devenu le droit congolais, c'est une vérité. Ça, c'est le droit comme loi. Mais nos juridictions, n'est-ce pas, CPI n'est pas devenu pour autant une juridiction congolaise. Ok. D'accord? La CPI reste une juridiction extérieure au Congo, même si nous avons ratifié la CPI. Et donc, quand maintenant une décision comme celle condamnant Bemba, n'est-ce pas, est rendue par une juridiction extérieure à l'ordonnancement juridique congolais, parce que la ratification n'a pas fait de ces pays, n'a pas fait entrer ces pays dans l'ordonnancement juridique comme institution, mais c'est à faire entrer les textes, lois. Alors, quand maintenant la CPI, qui est une juridiction extérieure, condamne Bemba, quand bien même cette condamnation serait subornation des témoins, corruption, que sais-je, quand bien même cette condamnation serait irrévocable, Bemba ne devrait pas être déclaré non éligible dans la mesure où les décisions de la CPI ne sont pas d'application directe. D'après quelle loi? D'après quelle loi? Mais d'après les droits de la CPI et les droits internationaux, les traités. Prenez le cas de M. Katanga. Il a été condamné, Bosco Germain Katanga. Il est condamné par la CPI, n'est-ce pas? Mais il doit exécuter sa peine où? Au Congo. D'accord? Comme il est condamné par là, c'est parce que la CPI peut exécuter elle-même ses décisions, ou si elle ne peut pas en exécuter, renvoyer aux États partis. Alors, les cas Katanga, comme la CPI ne pouvait pas faire purger Katanga sa peine à la CPI, il demande à l'État congolais de pouvoir que Katanga vienne purger sa peine au Congo.
Mais pour cela, ça demande un traité particulier. Il faut que l'État congolais l'accepte. De la peine. De la peine. Okay. Vous prenez les camps Mbemba. À un moment donné, on a dit que Mbemba pouvait être mis en liberté provisoire. Mais il fallait qu'il y ait un État qui l'accepte. Aucun État dont le Congo, ce qui est curieux, c'était un compatriote, mais le Congo a refusé. D'accord? Et Bemba n'est pas venu au Congo et aucun État n'a admis Bemba sur son sol. Pourquoi ça n'a pas été exécuté? Parce que ça nécessite un traité particulier. Donc la condamnation actuelle de Bemba, pour qu'elle soit exécutée au Congo, nécessite un traité particulier. Et qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu. Oui. Et de fil en aiguille, on comprend que, non, je ne veux pas anticiper, j'aimerais plutôt que vous nous donniez l'argumentaire des avocats de Bemba. Ils ont rebondi là-dessus ou bien ils ont laissé filer cette chance-là? Et le procès Bemba est sur tous les réseaux sociaux. Vous allez voir la requête de mes confrères, mais moi j'ai suivi, peut-être avec les oreilles pas les mêmes oreilles que tout le monde. Je n'ai pas entendu cet argumentaire. Moi j'ai vu qu'ils ont soulevé un moyen, pour reprendre les confrères, un moyen à deux branches. Leur moyen c'était la violation de l'article 10. Première branche, ils ont considéré que la subornation n'est pas corruption. Ils ont pris un avocat, professeur du droit pénal, qui s'est largement époumoné là-dessus pour apporter la synonymie des mots. Dans cette explication, dans cette définition, ils pêchent par une définition très restrictive pour s'appuyer à la loi pénale définie dans le code pénal, sans prendre en compte l'autre définition d'instruments juridiques internationaux. Par exemple, la convention signée par le Congo sur la lutte contre la corruption qui définit également la corruption en l'assimilant ou en la considérant comme simulation des témoins. Okay. Quand vous prenez l'arrêt de Mbemba qu'on a lu pendant l'audience, on a dit que M. Mbemba avait été poursuivi pour des faits de corruption. Alors, il faut distinguer les choses. C'est que, parce que quand vous prenez une décision de justice, il y a deux parties. Il y a une partie de la motivation. Et puis, il y a une partie, finalement, tout ce que vous avez fait là, on t'a vu entrer par fenêtre, tu es tombé, ainsi de tout ça, nous qualifions ça de vol. Bemba, on t'a vu donner l'argent aux témoins, tout ça, nous qualifions de subornation des témoins. Donc, il y a la motivation et il y a la qualification finale. Alors, dans une décision, c'est ce qu'on appelle motivation et dispositif. Dans la motivation de l'arrêt de Mbemba, effectivement, on parle des actes de corruption. Sauf que dans les dispositifs, on qualifie ça de subornation de témoins. La vraie question est de savoir qu'est-ce qu'on applique. On applique l'arrêt dans son entier, motivation plus dispositif, ou on applique seulement les dispositifs. Dans le système juridique congolais, une décision est exécutée sur base des dispositifs. Mais d'autres systèmes, par exemple dans le système français, ce n'est pas le cas. On prend en considération la motivation parce qu'il y a eu une erreur qui s'était produite où le juge a motivé pour que la personne reste en prison, mais en dispositif, il finit par dire la personne doit sortir. Comme on n'appliquait que les dispositifs, la personne a été déclarée libre. Alors que les raisonnements du juge tendaient à ce que la personne reste. Pour corriger cela, on a dit une décision est interprétée à son entièreté. Okay. Pour en donner l'intelligence. Okay. Bon, vous comprenez que ça sont des systèmes nationaux. Alors, c'est ça le risque même. Le droit pénal est un droit spécifiquement national en termes de souveraineté. Parce que chaque État, même si on a signé des traités, doit garantir son ordre public national. Bon, en l'espèce, quand vous prenez maintenant l'arrêt de la CPI, est-ce que qui doit interpréter l'arrêt de la CPI? Est-ce que l'État congolais peut interpréter l'arrêt de la CPI ou c'est la CPI elle-même qui dit comment on doit exécuter? D'où la nécessité, évidemment, de cet arrêté particulier pour que la CPI elle-même donne les modalités d'application. Au regard du droit, après toutes ces explications, est-ce que les droits de Jean-Pierre Bemba a un traitement juste
équitable pour concourir à la prochaine présidentielle? Est-ce que ces droits ont été garantis par rapport à tout ce que vous venez de nous donner comme démonstration? J'estime que non. J'estime que non, parce que la CENI a violé l'article 10 de la loi électorale. Non pas sur la motivation que les avocats de Jean-Pierre Bemba, mes confrères, que je respecte, ont épousé, mais sur le simple fait que la condamnation de M. Jean-Pierre Bemba n'a pas une application directe en droit national. C'est l'argument unique. Maintenant, malheureusement, c'est ce qui est regrettable. M. Bemba, c'est un candidat aux élections présidentielles, c'est les gros poissons, comme on le dit. Nous pensons, sans qu'on ne puisse pas émettre une critique quelconque pour considérer que les confrères n'ont pas fait bien leur boulot. Mais maintenant, s'il faut apprécier les chances que Bemba avait à la Cour constitutionnelle pour faire annuler la décision, il appartenait à la requête de Bemba de soulever tous les moyens. Là, je trouve qu'il y a des moyens qui manquent et principalement les moyens fondamentaux, c'est celui que je vous invoque. Je crois que, les avocats de M. Bemba auraient déjà constaté que la CENI a envoyé les gens qui se disent experts pléthore à la barre. Moi, avocat de Bemba, j'écarterai ces gens de la barre. Pourquoi? Parce que la CENI, quand on dit la CENI, je vous disais tout à l'heure, l'aberration du droit congolais. Mais admettons ça, parce qu'on considère que la CENI, ce n'est pas une partie au procès, mais c'est l'expert. Bon, admettons que la CENI soit expert. Mais la CENI, expert, c'est une institution et non pas les individus. Et un individu qui vient représenter la CENI doit être muni d'un mandat spécial, surtout qui n'est pas avocat. Les gens là que j'ai vu défiler, fonctionnaires de la CENI, ben, ils ne sont pas avocats. Donc la CENI n'a pas été représentée par un avocat? Non, par des individus que vous avez vu qui n'étaient pas même en robe, ils étaient dans leur costume. Un avocat au Congo plaide ou comparait, comme M. Cheikh disait, en robe. Donc c'était des fonctionnaires de la CENI. Ou alors des agents, parce qu'ils ne sont même pas, je ne sais pas s'ils ont qualité de fonctionnaire, ce sont des agents de la CENI. Quand la loi dit quoi? Si vous n'êtes pas avocat, pour représenter quelqu'un devant la justice, vous devez être muni d'un mandat spécial. Donc, les agents de la CENI ne sont pas avocats et ils ont été représentés la CENI et ils devaient être munis d'un mandat spécial et non pas un mandat collectif. Bien, maître, à vous suivre. À supposer, je vais aller... On reviendra sur l'exécution, donc sur la décision, enfin la condamnation, si elle est irrévocable ou pas. On terminera pratiquement par là. Si vous étiez juge, après avoir écouté, après avoir lu le dossier de la CENI, après avoir entendu l'argumentaire des avocats de Bemba, qu'est-ce que vous alliez prendre comme décision? Ben, j'allais tout simplement constater que la décision de la CENI est arbitraire, en conséquence demander son annulation sur double motif. Le premier, c'est que la condamnation a supposé que Bemba soit condamné si par impossible. Bemba a été condamné. Je constate que cette condamnation n'est pas d'application directe dans les droits, dans les systèmes, dans l'État parti qui est l'État congolais. Et donc, il faut un arrêté, il faut des mécanismes pour application de la décision de Bemba au Congo. En l'espèce, il n'y a eu aucun traité qui a été signé. Donc la condamnation de Bemba ne peut pas, de la CPI, ne peut pas sortir ses effets en droit congolais. Première considération. Deuxième considération, à supposer qu'il y ait eu les mécanismes d'application pour que la décision de Bemba puisse produire les effets en droit congolais. Si par impossible, hein, donc raisonnement par absurde. À ce moment, je constate en tant qu'avocat que la CENI qui dit que Bemba est invalidé pour avoir été condamné à la barre, ou encore moins dans les dossiers, la CENI était incapable de produire la dite condamnation. Et donc, moi, avocat de Bemba, je démontre que dans les dossiers, il n'y a pas la condamnation. Sauf que je constate avec regret que la charge de preuve, parce que quand on dit une partie condamnée, une partie ne peut pas venir, Bemba ne peut pas venir par lui-même dire « voilà, j'ai été condamné ». Donc, la charge de la preuve.
incombe à la CENI et non pas à Mbemba. Et la CENI ne l'a pas fait. C'est la CENI qui devait invalider Mbemba pour condamnation. Donc c'est la CENI qui doit prouver la condamnation. Au dossier, la CENI n'a apporté aucune condamnation. Curieusement, c'est Mbemba lui-même qui apporte une condamnation. Là, je trouve que c'est une erreur grave. Alors Mbemba s'est tiré lui-même sur le pied en apportant lui-même la condamnation. Maintenant, pour parler de cette condamnation, moi, donc, vous comprenez que mes argumentaires auraient été en termes d'efficacité pour sauver Mbemba. 1. La condamnation n'est pas d'application directe. 2. Si quand bien même vous estimez qu'il y a condamnation, cette condamnation n'est pas au dossier. Je m'arrête là pour l'essentiel. Mais maintenant, la définition, chercher les sexes des anges, excusez-moi les termes, dans les débats qu'il y a au Congo, corruption, subordination, ça c'est le débat pour la faculté pour l'académique. Mais à la barre, on n'a pas besoin de ça. En même temps, quand on produit maintenant la décision, je crois que mes confrères ont commis une erreur pour considérer qu'en apportant la condamnation, ils entendaient démontrer que Bemba, la condamnation n'est pas encore irrévocable. Oui, c'est à ça que nous voulons en venir. Ok. Cette décision-là, est-elle irrévocable au stade actuel ou pas? Bon, alors, maintenant, moi, je m'appuie sur la pièce. J'ai pu demander la pièce de condamnation de M. Mbemba. D'accord? Et la pièce produite par la partie Mbemba. Bon, pour l'essentiel, qu'est-ce qu'on peut lire de cette pièce du greffe de la CPI, qui est produite par la partie Mbemba? On dit que la peine contre M. Mbemba dans l'affaire Mbemba Kilo de Babale et consorts, cette peine a été annulée en appel. La peine. En appel, au degré d'appel. La peine a été annulée en appel. Interprétation simple, ça veut dire que Mbemba était en appel et qu'il y a déjà une décision d'appel. D'accord? Oui. Alors, la difficulté de la partie Mbemba, c'est de considérer que je suis en appel. Mais, or, les systèmes de ces pays, on peut être en appel sur la peine ou sur la déclaration de culpabilité. Le tout sur la condamnation comme peine et sur déclaration de culpabilité. Parce qu'on doit d'abord dire, est-ce que tu es déclaré coupable sur le fait? Oui. Ça, ce n'est plus discutable. Il reste quelle est la peine qu'on t'accorde. Apparemment, dans la pièce qui a été produite, le tout maintenant, c'est de s'interroger sur l'étendue ou sur la portée de l'appel de M. Mbemba. Est-ce que cet appel portait sur la peine ou portait sur la peine et la culpabilité? Quand on prend la pièce, on a tendance à considérer sous réserve de s'approcher du dossier de la CPI de M. Mbemba, on a tendance à un peu considérer que l'appel a porté sur la peine. Alors, la CPI, comme juridiction d'appel, ne connaît pas le fait. Il connaît que le droit. Ça signifie qu'elle ne peut pas évoquer. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire, vous le premier juge, donc ici, la chambre de première instance, vous n'avez pas bien dit la loi, moi, je m'approprie de la décision, j'examine et je prends une décision définitive. Non, la CPI ne fait pas ça. Il examine seulement la procédure, si elle a été respectée ou pas. En appel. En appel, et renvoie devant le juge qui s'était prononcé pour respecter la procédure avec l'attitude maintenant de vérifier si les faits sont établis, s'il revoit la peine ou pas, oui ou non, mais en se conformant à la procédure. Alors, donc, dans ces conditions-là, l'on peut considérer que Bemba n'a pas fait appel sur sa déclaration de culpabilité au regard de la pièce, mais seulement sur l'appel. Or, l'article 10 de la loi électorale n'exclut pas un candidat par rapport au taux de la peine, mais par rapport à la condamnation simplement. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que la condamnation de Mbemba sur la déclaration de culpabilité est devenue définitive. Alors, maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on entend par une décision définitive et une décision irrévocable? Alors là, il faut considérer que le législateur congolais commet un peu parfois certaines erreurs en rédaction qui conduisent à des conflits
aurait dû parler des décisions définitives et non pas irrévocables. Parce qu'une décision est définitive quand elle n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire. Alors qu'elle est irrévocable quand elle n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire et extraordinaire. Alors, on peut s'interroger quelles sont les voies de recours à la CPI. Vous avez l'appel et la révision comme voie de recours. Quand vous prenez l'appel, on peut considérer que l'appel en tant que voie ordinaire a un effet suspensif. Parce que Bemba fait appel. Parce que Bemba fait appel. Bon, très bien. Alors que la révision, qui est une voie extraordinaire, reste aussi une voie de recours pour que l'on considère s'il y a irrévocabilité de la décision ou pas. Sauf que si l'on interprète l'irrévocabilité que la révision n'est pas encore épuisée, à ce moment-là, l'article 10 ne s'appliquera jamais. Parce que la révision n'est pas soumise à un délai quelconque, alors que l'appel est soumise au délai. Et donc, la révision est soumise à des conditions. Par exemple, quand vous êtes condamné et vous découvrez un fait nouveau qui peut vous déculpabiliser. Or, ce n'était pas le cas pour M. Bemba. On ne peut pas le savoir. Bemba peut trouver un fait nouveau même 100 ans après. Si on a Au stade actuel, oui. Au stade actuel, l'appel qu'il a fait, c'était pas pour la révision, c'était seulement pour la peine. Oui, là, il est en appel, il n'a jamais fait la révision. Il n'en est pas encore là. Donc, vous comprenez, si on prend l'interprétation d'irrévocabilité, ça signifie que l'article 10 ne s'appliquera jamais. Mais l'intelligence voudrait qu'on a voulu entendre parler d'une décision définitive, mais le législateur congolais aurait dû parler... Non, le législateur congolais aurait dû parler d'une décision définitive et non pas d'une décision irrévocable. Parce que si on prend la définition d'irrévocabilité, ben, écoutez, l'article 10 ne s'applique pas parce que la décision de Bemba n'est pas irrévocable. Merci bien, maître Oscar Moubiaï, chers amis téléspectateurs, chers amis du Congo. Vous suivez notre émission Entretien. Dans notre émission Entretien que nous tournons au studio Média Plus. Donc, nous avons l'appui de notre confrère Jacques Matande de la BBC Dakar. Et nous espérons que le terme, je ne dirais pas rébarbatif, quoique à un niveau, on se rend compte qu'on ne suit plus les contenus, mais je pense que l'avantage de la vidéo, c'est que si, à ce stade, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez arrêter, reculer et réentendre maître Oscar Moubiaï, je pense que vous comprendrez, et qu'il a été très explicite et il a vraiment assez vulgarisé pour que le commun de mortels puisse comprendre ce qu'il y a comme enjeu. Maintenant, maître, l'audience est terminée. Bien sûr, oui. L'affaire a été mise en délibéré. Oui. Et la Cour, selon la loi, doit se prononcer dans un délai de 7 jours. Donc, oui, c'est qu'on dit dans le délai de la loi. Donc, oui, on est dans le délai, on attend la décision de la Cour. Et on est très intéressé à savoir comment la Cour va se positionner. Ce qui nous permettra de savoir si cette Cour est indépendante ou pas, ou c'est simplement une Cour du roi, au lieu d'être une Cour constitutionnelle. Bien, Jacques, je ne sais pas si tu as une question par rapport à la situation de M. Bemba. Oui, j'avais une question, mais pas par rapport à la situation de M. Bemba, sur laquelle nous sommes suffisamment étendus. Je voulais qu'on puisse un peu évoquer le cas d'Adolphe Mouzitou et le conflit d'intérêts avec le Palou. Comment peut-on considérer la décision de la CENI par rapport à ce cas? Bon, je vous avoue que je n'ai pas suivi le déroulement de l'audience de M. Mouzitou, de telle sorte que, sous réserve du dossier en lui-même, je pourrais beaucoup plus m'étendre si, vraiment parce que le cas Mouzitou n'a pas présenté autant d'intérêts des droits que le cas de M. Bemba. Maintenant, si on prend l'argument des conflits d'intérêts, bon, je ne sais pas déjà... nulle part la loi électorale définit ce que c'est le conflit d'intérêts. Et qu'est-ce qu'on entend par conflit d'intérêts? Le conflit d'intérêts, ce n'est pas parce que bon, vous étiez du Palou, maintenant vous êtes candidat sous la belle de notre parti. Là, ce n'est pas un conflit d'intérêts. Ça, c'est un problème de concurrence, peut-être déloyale. Mais conflit d'intérêts, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Conflit d'intérêts parce que lorsqu'il y a eu Gizenga du même Palou qui a posé aussi sa candidature, il aurait eu ce conflit d'intérêts. Donc, deux personnes qui viennent du même moule qui sont en compétition. Ou alors, au Congo, on dit d'autres choses, peut-être, excusez-moi.
en droit, le conflit d'intérêts, c'est tirer profit d'une information particulière pour tirer profit. Voilà. Bon, donc, mais en termes de... Si on veut maintenant comprendre ce qu'il veut dire, si conflit d'intérêts signifie parce que Muzito était du Palo et il a posé sa candidature sur l'autre label, à ce moment-là, moi, je m'interroge, pourquoi alors Chadari, qui a posé la candidature comme à la députation nationale, pose la candidature comme indépendant, parce qu'il a posé la candidature comme député PPRD dans sa circonscription, et finalement il a posé sa candidature comme indépendant au présidentiel. Ce n'est pas possible, selon la loi? Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas être candidat aux élections présidentielles et être candidat aux élections législatives. Ce ne sont pas les mêmes circonscriptions électorales. Bah non, est-ce que vous trouvez ça logique déjà? C'est plutôt peut-être la question pourrait se poser par... Comment il va battre la campagne? Parce que les élections présidentielles, c'est couplé, non? Okay. Comment vous battez campagne tout en étant député et président? Bien, merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. En tout cas, notre réalisateur nous signale qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Il faudrait qu'on atterrisse. Et donc, au moment où certains d'entre vous suivront cette émission, la décision aura déjà été prise. On saura si M. Bemba est candidat ou pas. Mais, quelque part, nous avons l'impression que notre pouvoir judiciaire, c'est vraiment le procès de notre pouvoir judiciaire. Maître Moubiaï, vous avez les derniers mots, vous allez conclure par rapport à tout ce que nous venons de dire. Quels sont les défis devant lesquels nos juges, notre pouvoir judiciaire se trouvent dans cette situation de M. Bemba? Acquérir leur indépendance, et c'est ça justement, nous gagnerons la bataille de la démocratie quand le juge sera devenu indépendant. Parce que la démocratie est un état de droit. Un état de droit, c'est que l'État, comme les citoyens, tout le monde soit soumis à la loi. Être soumis à la loi ne peut être rendue que par les juges. Et les juges ne jugent que quand il est indépendant. S'il n'est pas indépendant, c'est la forfaiture. Vous estimez qu'ils ne sont pas indépendants? Ben, il faut qu'ils en fassent beaucoup davantage la preuve. Quand vous entendez la dame Ramazani qui dit que j'avais les gens qui m'avaient avec l'arme sur la tempe pour rendre une décision dans le cas de Katumbi, on peut se dire que cette justice, elle est de ce monde ou c'est dans un monde de business peut-être. Voilà, vous avez une juge qui vient du Congo, qui passe à la télé, qui dit « Moi, j'ai rendu une décision parce qu'on m'a dit si tu ne le fais pas, on va te tuer. » Bon, quand vous avez une justice qui interpelle M. Katumbi, bon, je ne fais pas avocat de M. Katumbi, il est déjà brillamment défendu par mon confrère. D'ailleurs, par ailleurs, du même barreau que moi, c'est à l'honneur de mon barreau. Donc, simplement, quand vous avez M. Katumbi qui est interpellé par une justice, et cette justice l'envoie aux soins médicaux, et derrière, il est condamné par défaut, ça veut dire en son absence. Et on aboutit à dire quoi? On aboutit à dire que mais cette condamnation, même s'il a fait opposition, c'est avec arrestation immédiate. Et il est empêché de rentrer pour poser sa candidature? Empêché, je n'en ai pas les éléments. Moi, j'apprécie les décisions judiciaires. Quand quelqu'un qui n'a pas comparu parce que vous lui avez donné une liberté provisoire, vous ne pouvez pas fixer l'affaire pour les condamner. Ok, merci bien. Nous aurions bien aimé aller plus en profondeur pour tous les cas qui ont été abordés dans le processus électoral. Le vœu de tous les Congolais est que le 23 décembre 2018, il y ait des élections. Et c'est nécessaire, pas suffisante pour que la démocratie soit totale, mais... Monsieur Tchèque, oui. Nécessaire, c'est le piège. Il ne suffit pas qu'il y ait les élections pour que nous puissions avoir l'État qui a changé. Sinon, en 2006, déjà depuis 2006, on aura changé. Kabila a été élection, je ne dis pas qu'il a été élu. Je dis qu'il y a eu les élections en 2006, en 2011. Donc, élection, oui, mais dans quelles conditions? Or, malheureusement, tous nos opposants, ils sont alignés comme des moutons de panurge, excusez-moi, et ça, ils ne parlent plus de préalable. Tous, ils ont enrôlé leur candidature. Ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Donc, oui, c'est important de préciser, effectivement. C'est pour ça que nous avons invité en tant que juriste. Et donc, nous disions que les Congolais attendent qu'il y ait des élections.
déjà, si on pouvait le faire convenablement, ce serait une avancée. Mais il y a un piège, c'est ce fameux dossier de Jean-Pierre Bemba. Donc la justice est devant ses responsabilités. On va voir s'il va contribuer ou pas à ce qui est des élections transparentes et que le peuple pourrait accepter. Et c'est ainsi donc que se termine notre émission L'invité, où nous avions comme orateur principal Maître Oscar Moubiaï qui vient de Lille, nous le répétons. Nous vous remercions beaucoup de vous être déplacés de si loin. Nous remercions également notre confrère Jacques Matande qui vient de Dakar, et nous remercions surtout le studio Média Plus de Bruxelles qui nous a permis ce cadre pour que nous soyons en contact avec vous. Et nous pensons que ce n'est pas une dernière fois que nous aurons l'occasion de vous avoir et d'avoir notre confrère pour d'autres débats. Encore une fois, l'Info en ligne des Congolais de Belgique vous remercie de l'avoir accueilli chez vous et à la prochaine.